Et c'était très différent forcément cette année où à la fois les deux QG n'étaient pas au même endroit. Et donc on se sentait pas comme en 2016, toute une ville qui vivait au rythme de l'élection et tout le pays avait les yeux fixés sur New York. Ça, c'était magique aussi. Et moi, c'était ma première fois, donc ça me paraissait naturel. Mais quand j'y réfléchis, non, c'était pas une élection normale à tout point de vue. Et 4 ans plus tard, en 2020, moi, j'étais à Wilmington dans le QG en face du QG de Joe Biden. Et donc pas dedans, justement, c'est important. Pas dedans à cause de l'épidémie, donc à l'extérieur. Et Trump à la Maison Blanche. Vivre à l'étranger, ça veut dire que nous allons vivre aussi des grands moments de notre histoire contemporaine, loin de tous les repères que l'on connaît. Parfois, cela veut également dire qu'il faut accepter de ne pas tout comprendre. Les références culturelles, l'importance symbolique d'éléments particuliers, ou encore l'engouement populaire. Pour cela, a posteriori, il y a les historiens dont c'est le travail de nous raconter, de nous expliquer ce que l'on a vu ou ce qu'on a vécu. Mais dans l'instant, dans le moment présent, eh bien, c'est grâce aux journalistes que l'on appréhende les nouvelles et grâce au contexte qu'ils nous fournissent que l'on comprend un peu mieux. Depuis que je vis à l'étranger, je lis, j'écoute, je regarde les médias français et américains. Les médias américains me permettent d'être au courant de ce qui se passe autour de moi, tandis que les médias français et leurs correspondants locaux me permettent de comprendre ce qui se trame dans mon pays d'accueil. Les correspondants de médias à l'étranger font un travail exceptionnel et fondamental pour nous, les Français de l'étranger, mais aussi pour mettre en lumière le contexte local qui permet d'expliquer et de comprendre ce qui se passe à travers le monde. Au cours des élections présidentielles américaines en 2020, j'ai beaucoup suivi le travail de Cédric Fesch, qui était alors correspondant basé à New York pour BFM TV. Dans cet épisode de French Expat, Cédric revient sur son quotidien de correspondant, sur ses 4 années au rythme intense des nouvelles, sur les aspects un peu moins reluisants de son métier aussi, et enfin sur cette campagne hors du commun en 2020 qui opposait Joe Biden et Donald Trump et qui clôturera son mandat de correspondant à New York. Depuis, Cédric est rentré en France et si vous voulez un peu de ses nouvelles, je vous invite à aller découvrir le bonus qui est sorti aujourd'hui même. Vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Ah oui, et moi, c'est Anne-Fleur Andrely. Est-ce que, avant de commencer, ça t'embêterait de te représenter, nous dire un petit peu donc d'où tu viens, ton âge, et puis ce que tu fais dans la vie, donc pour ceux qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît. Je vais avoir 47 ans à la fin du mois, le 28 novembre précisément, c'est l'anniversaire de la création de BFM TV. C'était c'est marrant. Voilà. D'accord. Juste pour l'anecdote. Et sinon, je suis journaliste depuis environ 25 ans maintenant. Moi, j'ai fait une école de journalisme juste après le bac à Tours, l'IUT de Tours. Et après, j'ai travaillé longtemps dans le réseau France 3 en région. J'ai dû faire toutes les rédactions de France 3 en région, quasiment au-dessus d'une ligne La Rochelle, Lyon. Ok. J'ai fait ça pendant longtemps. Reporter, présentateur, rédacteur en chef. Donc déjà beaucoup de terrain. National aussi à France 3. Ouais. Oui, pas mal. Après, j'étais joker aussi du Soir 3 national, juste avant d'aller à BFM TV. Mm-hmm. J'ai bossé aussi pour TV5 Monde, j'ai bossé pour M6 où j'ai travaillé pour le magazine Turbo parce que j'adore les voitures. J'ai vu ça. Et c'était un rêve d'être dans l'émission de Dominique Chapat. Donc voilà, j'ai réalisé ce rêve-là aussi. Et voilà. Et puis en 2009, j'ai démissionné de France 3 pour rejoindre cette petite chaîne qui faisait de l'info en continu de façon assez archaïque en fait. Mais à l'antenne, je m'étais dit, mais ils ont tout compris. C'est-à-dire que pour prendre un exemple, lorsqu'il y avait une actu qui tombait quelque part, BFM TV, il y a 15 ans, n'avait pas de moyen d'envoyer des équipes tout de suite, quoi. Mm-hmm. Mais c'était pas un problème. Ils mettaient une carte, une infographie. Ils appelaient des témoins sur place, le maire, le boulanger. Et ça le faisait, et on regardait ça, et fasciné, et voilà. Et moi, j'avais BFM TV sur mon bureau à France 3, et je me disais, mais c'est eux qui ont raison. Alors que à France 3, enfin, dans les vieilles télés, historiques plutôt, on attend d'aller faire les belles images. Enfin, on attendait, parce que ça s'est modifié depuis en 15 ans, mais on attendait, voilà, et on avait le reportage le lendemain, en fait. Et je me suis dit, mais c'est eux qui ont raison. Beaucoup plus dans l'instant. Qu'il n'y ait pas d'image, ou qu'il y ait l'image d'un téléphone fait par un habitant, et c'est mal filmé, et ça bouge, mais on s'en fout, on y est. Donc voilà, un résumé de mes débuts.
Alors, donc, direction BFM TV. Donc, du coup, ça va faire 11 ans que tu es chez BFM TV, c'est ça? Un peu plus, je crois, ouais, 2009. Je suis pas très bon. De 2009 à 2020, oui, on est à la fin 2020, c'est vrai. Ok. Ah, on est bientôt en 2021, je suis arrivé en mars 2021. D'accord, ok. Alors, est-ce que donc tu es basé à New York depuis déjà 4 ans, depuis en fait le début du mandat de Donald Trump, si j'ai tout suivi. Exactement. Juste avant, ouais. Est-ce que le poste de correspondant à New York, c'est un poste qui est très convoité? Est-ce qu'il y a beaucoup de compétition? Oui, énorme. On était 24 candidats rien qu'à BFM TV et je compte pas les candidats qui pouvaient être extérieurs ou d'autres chaînes du groupe, BFM Business, RMC. On était 24 candidats, il y a eu une shortlist de 5 personnes, j'étais dedans et j'ai été pris. Ouais. Non, c'était dur, ouais. D'accord. Mais je m'y suis préparé pendant longtemps parce que il y a pas 36 postes comme ça d'expatriés à BFM TV, il y en a que 2. Il y a Washington et New York. Ah ouais. Après, les autres postes dans le monde, ce sont des pigistes, ce sont des freelances. Ils bossent pas que pour BFM TV. Okay. Ils bossent pour tous les médias. Et c'est très dur comme job parce que ça veut dire que quand il se passe rien dans votre pays, faut quand même continuer à manger. Et d'un seul coup, quand il se passe un truc énorme, tous les médias t'appellent, quoi. Donc, et là, t'as plus le temps de travailler pour tout le monde. Enfin, c'est très compliqué. Ouais. Et moi, je le fais dans de bonnes conditions, en fait, pour travailler pour la première chaîne d'info de France. Ouais. Et donc, il y avait énormément de monde qui voulait soit New York, soit Washington, et je me suis préparé longtemps à l'avance parce que quand Apolline de Malherbe est rentrée en France, c'est elle qui avait créé le premier poste à l'étranger de BFM TV, c'était à Washington, parce qu'elle avait suivi son mari, qui était son mari de l'époque, qui était diplomate, et il était nommé à Washington, et plutôt que de ne rien faire, elle s'était dit, je vais proposer à la petite chaîne qui monte d'être leur correspondante. Et donc Mathieu Coache y est allé, et à l'époque, moi, j'ai appris ça un peu tardivement que Apolline allait rentrer, et je me suis dit, bon, c'est trop tard, j'ai pas le temps de me préparer, mais la prochaine fois, dans 4 ans, je serai prêt. Et c'est ce que j'ai fait pendant 4 ans. Donc, j'ai repris des cours d'anglais par téléphone. Je me suis renseigné sur la vie aux États-Unis, la vie à New York, Washington, et pour être prêt. Et j'ai préparé ma candidature en me disant qu'est-ce que je peux apporter sur le poste. Et je défendrai une nouvelle façon de faire la correspondance pour une télé aux États-Unis. Justement, on va y revenir. Et voilà, donc j'ai travaillé dessus pendant 4 ans. Ouais. D'accord. Tu connaissais les États-Unis, enfin, t'avais un attrait particulier pour les États-Unis ou c'était le poste aussi qui te branchait particulièrement? J'adorais New York. D'accord. C'est la ville dans laquelle j'avais envie de vivre. Tu partais pas en terre inconnue? Non, enfin, quand on connaît New York aux États-Unis, on ne connaît pas grand-chose des États-Unis. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, j'y étais allé 6 ou 7 fois à New York, je crois, mais à chaque fois une semaine, pas plus. Mm-hmm. Et à chaque fois, je me disais, mais comment je peux faire pour vivre dans cette ville? C'est marrant. Je m'étais dit, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je fais de la boulangerie? Parce que c'est une spécialité française. Enfin, vraiment, je pensais à tout. Je me dis, je change de vie, je m'installe là. Et puis, j'avais un peu oublié l'idée. Voilà, je sentais bien que c'était pas très réaliste. Et puis voilà. Et puis, c'est présenté l'opportunité de faire mon job pour ma chaîne dans la ville que je préférais dans le monde avec Paris. Et c'était parti, quoi. Et alors, tu disais justement que comment est-ce que tu pouvais rendre ta candidature à ce poste hyper unique? Un truc qui est frappant quand on te suit, moi je te suis sur Twitter depuis plusieurs années, c'est que t'es un peu un one-man show, quoi. Enfin... One-man band. One-man band, c'est le terme exact. Ah d'accord, ok. Donc c'est même pas inventé. Donc tu fais tes reportages tout seul. Enfin, quand tu regardes les reportages, c'est assez impressionnant en fait de se dire qu'il y a qu'une seule personne à la technique, au micro. Tu peux nous raconter un peu comment t'as développé ça? Ouais, c'est un peu injuste parce qu'à chaque fois les gens disent ah ouais mais de toute façon on voit que lui à l'antenne mais il y a plein de monde derrière la caméra. Et en fait non, mais c'est pour ça que je le cache pas parce que évidemment quand on fait un reportage tout seul, en se cadrant tout seul avec un téléphone sur une perche à selfie et qu'on tient tout, on doit se cadrer, on doit réfléchir à ce qu'on dit, on doit bouger. C'est pas exactement la même qualité qu'un reportage avec un caméraman, avec un preneur de son, avec des gens qui ont produit le reportage, c'est-à-dire qui ont calé les rendez-vous, on appelle ça des producteurs, qui ont calé les rendez-vous. Là, moi, je fais tout seul et quand je conduis la voiture, il y a personne qui la conduit pour moi. Et du coup, pour caler les reportages, voilà, faut que je m'arrête. Et il y a des fois, ça m'est arrivé d'aller à l'antenne sur un ouragan et de passer plus de temps à réfléchir, à régler des problèmes d'eau, de connexion, de réseau et tout ça. Et j'arrive ça y est, j'ai enfin tout mis en place pour faire mon direct. Et je me dis, mais qu'est-ce que je raconte en fait? Voilà, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ouais. Et voilà. Et donc c'est pour ça que je le cache pas. Je trouve qu'en plus du coup ça me donne un côté un peu effectivement ça sort du lot quoi. Donc je me suis dit faut Indiana Jones de l'info. Ouais, j'irai pas jusque là. Mais disons que je me suis dit mais pourquoi cacher les contraintes? En fait ça fait partie du job et les gens comprendront mieux puis ça les intéressera peut-être davantage. Et j'ai l'impression qu'effectivement ça attire un peu l'œil quoi. Donc voilà comment je travaille tout seul avec mes téléphones et mon drone aussi de temps en temps.
Alors donc du coup, on revient sur ton départ. Donc ça y est, tu as le poste de New York tant convoité. Est-ce que tu es parti seul ? Non, je suis parti en couple. D'accord, ok. Comment ça se passe donc quand on est journaliste ? Il y a des visas presse, c'est ça ? Oui, il y a un visa I, qui est un visa assez facile à avoir en fait quand on est dans une rédaction. Il s'appelle le visa I, ça dure 5 ans. Et c'est renouvelable facilement. D'accord. Mais ça ouvre pas beaucoup de portes en réalité. C'est-à-dire que c'est un visa qui permet de dépenser des devises étrangères aux États-Unis, mais c'est tout. J'ai pas le droit de travailler pour un média américain, par exemple. C'est fermé, quoi. J'ai pas le droit d'aller d'aller arrondir mes fins de mois en travaillant dans un restaurant. Enfin voilà, j'ai le droit juste de dépenser des euros convertis en dollars et de parler des États-Unis sur mon antenne en France. Voilà. D'accord. Et ça a un gros inconvénient, c'est que pour les conjoints, que j'allais demander, ouais. Ça permet de ne rien faire en fait. C'est-à-dire que moi, mon mari, il avait un job en France, il a jamais pu avoir son visa, un visa de travail. Il est sur mon visa et il peut rien faire. Voilà. D'accord. Donc c'est ce qu'ils appellent ici aux États-Unis un visa shopping. C'est-à-dire que le conjoint peut juste faire du shopping et dépenser l'argent et c'est tout. Ah, c'est dur ça, d'accord. Ok, enfin c'est dur. Après, il y en a qui sont très contents avec ça, mais ouais, d'accord. Mais c'est un vrai challenge dans l'expatriation parce que si le conjoint s'ennuie et déprime, toi ta mission elle a beau être intéressante, elle est passionnante, bah oui, à un moment donné ça bloque. Quoi. Donc, et 4 ans c'est long quand même, 4 ans si on s'ennuie, quoi. Donc faut trouver un intérêt. Ouais, d'accord. Alors donc du coup, on est été 2016, c'est parti, direction New York, et une de tes première mission, c'est la campagne présidentielle de 2016. Tu aurais vraiment eu un début et une fin de mandat absolument historique. Est-ce que tu te souviens du coup c'était quoi, le 4 novembre 2016 ? C'était le 8 novembre l'élection de Donald Trump. Ouais. Et là, le 3 novembre, c'est toujours premier mardi. Premier mardi, voilà, c'est ça, du mois de novembre. Ouais, c'était dans New York parce que ça avait une spécificité, cette élection, c'est que les deux candidats étaient de New York. Trump dans sa Trump Tower et Hillary Clinton était là aussi, et elle, son QG, c'était le Javits Center, une sorte de palais des congrès tout vitré sur le bord de Hudson à l'ouest de Manhattan. Voilà. Donc ça, c'était pratique pour couvrir comme élection, et c'était très différent forcément cette année où à la fois les deux QG n'étaient pas au même endroit, et donc on se sentait pas comme en 2016 toute une ville qui vivait au rythme de l'élection, et tout le pays avait les yeux fixés sur New York. Ça, c'était magique aussi. Et moi, c'était ma première fois, donc ça me paraissait naturel. Mais quand j'y réfléchis, non, c'était pas une élection normale à tout point de vue. Et 4 ans plus tard, en 2020, moi, j'étais à Wilmington dans le QG, en face du QG de Joe Biden. Et donc, pas dedans, justement, c'est important. Pas dedans à cause de l'épidémie, donc à l'extérieur. Et Trump à la Maison Blanche. Waouh. Qu'est-ce que tu en garderais comme souvenir de ces deux grandes élections ? Enfin, j'imagine que c'est hyper difficile à résumer en un souvenir, mais... Un bouleversement. Les États-Unis qui ont basculé dans l'inconnu en 2016, qui ont vécu une extrême tension pendant 4 ans, en étant complètement dans le brouillard, en sachant pas où on allait, avec un président imprévisible qui rythmait les journées des Américains. Et c'était très dur. Je pense autant pour les démocrates qui évidemment étaient déçus, qui étaient écœurés par la présidence Trump, et pour les républicains aussi. Parce qu'il y avait un vrai affrontement démocrate-républicain, enfin l'Amérique divisée en deux pendant 4 ans. Et ce que j'en retiens, moi, c'est une sorte de soulagement. Samedi dernier, 2020, élection de Joe Biden. Je dis soulagement en essayant de pas... faut que j'explique que quand je dis ça, c'est que j'essaie de pas prendre parti et de dire je suis pro-Trump, pro-Biden ou républicain ou démocrate. En plus, je vote pas ici. Voilà, j'ai pas à prendre parti. Moi, je raconte la vie comme elle est. Mais ce que j'ai ressenti, moi, c'est quand même un soulagement énorme de se dire, ça y est, il y aura plus le président des États-Unis, quel qu'il soit, mais qui tous les jours déverse de la haine de l'autre, de l'agressivité. C'est toujours des Américains contre d'autres Américains. Voilà, ça, on peut se dire que ça va être terminé. Une des grandes questions en fait qu'on a eues pendant l'élection, moi j'avoue que j'ai beaucoup alterné entre BFM TV et CNN pour suivre cette élection, et je me demande en fait comment est-ce qu'on garde une impartialité quand on rapporte ces informations. CNN, ils étaient tous en pleurs et ils étaient plus du tout impartial, tu vois, et du coup je me demande un petit peu comment est-ce qu'on gère ça, parce qu'on était quand même dans une situation peut-être un petit peu extrême où c'est difficile de pas avoir une opinion en fait. Ouais, c'est très compliqué, donc il faut rester factuel et faut éviter de commenter, et c'est très compliqué parce qu'en même temps le boulot de journaliste, c'est pas juste dire les choses et laisser les gens se débrouiller avec, on est là aussi pour apporter du contexte, pour trier. Je vois, il y a beaucoup de réactions sur Twitter quand je poste des choses, des informations. Si Donald Trump dit quelque chose, je vais souvent dire, alors attention, ça c'est faux parce que
Et là, vous avez des pro-Trump français qui vont dire « Ah, mais on te demande pas ton avis, t'es journaliste. » Ouais, mais le journaliste, c'est pas un perroquet. Il est là pour donner un contexte et pour donner les clés à ses auditeurs, ses téléspectateurs, ses lecteurs, pour qu'ils comprennent l'actualité. Donc c'est très compliqué de donner le contexte, parce que forcément le contexte, soit il met en valeur ou il dévalorise le message, en l'occurrence de Donald Trump. Mais voilà, et c'est compliqué aussi parce que, alors j'ai mis quelques mois à prouver une position là-dessus, sur comment gérer Trump, mais ma limite c'est que je me dis, on ne doit pas donner son avis sur une politique économique, même d'immigration, voilà, ce sont des choix politiques et j'ai pas à dire ce que j'en pense. Par contre, moi je me dis qu'il y a des valeurs qui sont des valeurs de vivre ensemble, et ça, quand c'est attaqué, c'est mon job de... Voilà, on est dans l'anti-humanité, dans l'illégalité. Je peux pas être neutre par rapport à ça. Donc, quand on a un candidat à la présidentielle qui dit les Mexicains sont tous des voleurs, des violeurs qui vont violer nos jolies jeunes filles blondes et tout ça, il a dit tout ça quand même. Là, on peut pas dire c'est une opinion comme une autre. Non, c'est pas une opinion comme une autre. Donc là-dessus, je revendique de perdre de la neutralité, mais parce que pour moi, on peut pas être neutre. Enfin, je voudrais pas franchir un point Godwin aussi rapidement, mais en même temps, quand Hitler était au pouvoir, est-ce qu'il fallait traiter Hitler comme un dirigeant comme les autres? Non, je pense pas. Je pense qu'à un moment donné, il faut dire quand les choses sont pas normales quand même. Bien sûr. Et justement, ça m'amène un peu à ma prochaine question. Comment est-ce que tu as vécu le fait d'être journaliste sous l'administration Trump? Et je remets ça dans son contexte, c'est qu'il a vraiment pas été tendre avec les journalistes aussi, hein. Enfin, aller sortir de ces briefings. Alors, je sais pas si toi, t'étais pas à New York, si t'as assisté directement à des briefings à la Maison Blanche, mais de manière générale, comment est-ce que t'as vécu Tu dis que t'as mis un petit peu de temps justement à te positionner. J'ai pas fait de briefing à la Maison Blanche, mais j'ai fait pas mal de meetings de Trump. Et ça, c'est étonnant parce que un meeting de Trump, c'est une pièce de théâtre, c'est toujours la même, avec introduction, des rendez-vous et une conclusion, et avec des parties qui changent, qui sont les parties liées à l'actualité qu'il commente. Mais au bout de 20 minutes, une demi-heure, il y a toujours cette partie où là, il pointe du doigt les journalistes qui sont toujours au milieu de la foule en face de lui dans un îlot avec des praticables pour qu'ils soient un peu en hauteur et à hauteur de son visage à lui pour le filmer. Et à ce moment-là, il les pointe du doigt et il dit voilà, fake news, les ennemis du peuple, CNN. Voilà. Et ça, c'est dans tous les meetings. Ça, c'est assez surréaliste à vivre quand même. Et je me souviens que le soir de l'élection, moi j'étais sur la 6e avenue en face du QG de Trump. Quand on a su qu'il était élu, on a vu arriver des casquettes rouges qui sont pas si nombreuses que ça à New York, qui est très démocrate. Et ils nous pointaient du doigt en nous menaçant, en disant voilà, ça y est, on est au pouvoir, ça va changer, méfiez-vous. Ça met dans le bain, hein. Ouais, on se dit putain, on est aux États-Unis quand même, c'est le pays du free speech et de la liberté, c'est une grande démocratie, et là on avait le sentiment de basculer dans quelque chose d'inconnu. Voilà, ça c'était assez étonnant ça. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur qu'est-ce que c'est en fait la vie d'un correspondant de télévision aux États-Unis. D'un point de vue hyper pratique, ça paraît peut-être bête comme question, mais ce qui m'intrigue, il n'y a pas de question bête. C'est quoi les horaires de travail? Parce que t'as le décalage horaire. Ouais. Alors pendant la présidentielle, en plus, on reviendra dessus, mais ça a dû être complètement dingue. Là, il y avait plus d'horaire. C'est ça. Il y avait plus de nuit. Oui, non, mais c'est ça. Parce que le premier journal, c'est quoi, 5-6 heures sur BFM. En cas de grosse actualité, du coup, on te fait venir. Enfin, tu dors quand? Tu finis quand? Enfin, comment ça se passe? Alors moi, de mon point de vue à moi, c'est je mets mon réveil à 7h du matin et je regarde les mails. Et je vois si ils ont besoin de moi. Et ils me disent on a besoin de toi en direct. C'était la plupart du temps à 15h en France, donc le début de ma journée, donc 9h ici aux États-Unis. Et donc voilà, donc j'avais 2 heures pour prendre mon petit-déj, lire les infos, me doucher et être en studio. Alors chez moi, j'ai fait basculer le studio chez moi alors qu'il y avait un bureau BFM avant, et j'ai jamais regretté parce que ça permet de passer de chez moi à mon studio 10 secondes en fait. Le commute est sympa, ouais, voilà, c'est sympa, et puis ça permet. Donc après, le reste de la journée se déroule. Soit il n'y a pas d'actu, auquel cas il m'appelle pas, soit il y a beaucoup d'actu et je peux ne pas sortir de chez moi et rester à mon bureau en studio pendant toute la journée. Et alors la journée, elle dure pour moi jusqu'à 18h heure américaine, parce que c'est minuit en France, et à minuit, l'antenne coupe. Pas sur les rediffs. Ouais. Entre minuit et 4h30 du matin en France, ça coupe. Donc moi, entre 18h et 22h30, c'est le moment où tous les correspondants français soufflent, c'est le moment où on peut aller prendre un pot avec des potes et on sait qu'il va rien se passer. Voilà. Et puis après, ça c'est ma première journée, donc de 7h du matin à 18h. Et puis après, il y a une deuxième journée qui commence,
qui est à partir de 22h30, parce qu'il est 4h30 en France. La pré-matinale ouvre en France, et là, ils peuvent potentiellement avoir besoin de moi. Et le deal qu'on a, c'est que si l'actu est pas, c'est pas un breaking news, une actu qui évolue énorme, une fusillade, je ne sais quoi, on finit notre journée américaine à minuit ici, donc 6h en France, c'est la matinale, l'ouverture de la matinale à 6h. Donc je fais mon premier, soit je l'ai enregistré, soit je le fais en direct à 6h du matin en France, minuit aux États-Unis, et après je vais me coucher. Wow. Donc ça fait une journée avec une longue amplitude. Ouais, puis t'as pas de week-end en plus, si? De 7h. Si, parce qu'on est deux, donc. Ah oui, d'accord. Avec mon collègue de Washington, donc on alterne. D'accord, ok. Waouh. Et ça doit pas être évident aussi, justement, parce que t'as donc littéralement une jambe sur chaque continent. Comment on fait, tout bêtement, finalement, pour même s'intégrer quand on est à rapporter l'information, comme tu dis, même il y a des journées où du coup tu restes en studio toute la journée, donc tu sors pas. Comment est-ce que tu t'as fait pour t'intégrer dans le tissu local à New York? Bon, déjà on n'est pas tous les jours comme ça bloqué au studio quand même. La plupart du temps on est quand même assez libre. D'accord. Et donc déjà dans New York j'ai beaucoup sillonné New York dans tous les sens. Et puis le pays aussi, parce que j'ai fait quand même beaucoup de reportages, donc c'est là qu'on sent vraiment le pays, parce que New York c'est pas les États-Unis encore une fois. Donc c'est en reportage qu'on prend le pouls de l'Amérique, qu'on pose des questions, qu'on voit les gens qui réagir, et c'est ce qui nous permet après, quand il y a une actu qui tombe, de se dire ouais, mais alors compte tenu de ce que m'ont dit ces gens-là, ces Trumpistes du fin fond du pays, tout ça, ou ces habitants de Los Angeles ou de San Francisco, ou quand j'étais sur un ouragan, donc rien à voir avec de la politique. Ils m'ont dit ces choses-là, voilà leur état d'esprit. Je peux imaginer comment ils prennent cette actualité-là. Voilà, on s'enrichit. Je suis enrichi pendant 4 ans de différents points de vue des Américains. Voilà comment on s'intègre. Après, c'est très difficile de s'intégrer avec les Américains parce que moi, j'ai pas fait mes études aux États-Unis. J'ai pas d'amis d'enfance américains. Et donc, quand je croise des Américains dans la rue en reportage et que je leur pose des questions, derrière, on va pas au restaurant et on va pas en vacances. Donc, c'est vraiment très, très difficile. Mes confrères qui ont des enfants, moi j'en ai pas, mais mes collègues qui ont des enfants, c'est beaucoup plus facile parce que on se retrouve à la sortie des classes. Il y a les anniversaires tous les week-ends, c'est hallucinant. Ils ont des anniversaires tous les week-ends. Mais voilà, mais du coup les gens vont les uns chez les autres et les affinités qui se créent. Voilà. Mais sinon, si on n'a pas d'enfants, c'est assez difficile. Tu as été, du coup, tu le disais, amené à rencontrer beaucoup de personnes partout aux États-Unis. Tu as fait des reportages, je crois que tu disais hier sur Twitter 34 États que tu as fait, c'est ça? Ou 35? Non, plus que ça, je disais 39 et en fait on avait oublié, donc c'est 40. 40, et c'est impressionnant, franchement, chapeau en 4 ans. Je t'avais d'ailleurs croisé, je crois, au CES à Las Vegas il y a quelques années. Ah oui? Ouais, la question du coup, qui est certainement difficile, mais est-ce qu'il y a une interview qui t'a profondément marqué et pourquoi? C'est impossible comme ça, mais au moment où tu me posais la question, il y en a une qui m'est venue à l'esprit, alors, donc on va dire que c'est celle-là. Ouais. C'est aussi parce que je l'ai revue il y a pas longtemps, mais c'est Pete Buttigieg. Ah ouais. Alors on est en 2020. Voilà, donc c'était en 2019, en juillet 2019, le soir où la cathédrale Notre-Dame de Paris a brûlé. Ah ouais. Et moi, je commençais à travailler sur la présidentielle. Je savais que Pete Buttigieg c'était l'un des candidats à la primaire démocrate, très jeune, pas 40 ans, vétéran, maire d'une petite ville, South Bend dans l'Indiana, gay, en couple. Et c'était une candidature insolite quand même aux États-Unis, quoi. Et brillant, vraiment. Le mec parle 8 langues, très posé, voilà. Et moi, je me disais, mais ce mec a des chances, quoi. Et bon, 1 an plus tard, non. Mais quand même, on peut en reparler plus tard. À mon avis, il sera dans le gouvernement, lui. On n'a pas fini d'en parler. Et donc, je me rends à sa première réunion de funding à New York, à Brooklyn. Et c'était prévu depuis quelques jours. Et puis évidemment, ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que Notre-Dame brûlerait. Donc c'était un bon coup d'essayer de la voir en interview. Et il m'a parlé. Et il m'a parlé en français, puisque je lui ai posé une question. Je crois que je lui ai posé la question en anglais. Il m'a répondu en français sur Notre-Dame, parce qu'il voulait que ça soit entendu en France. Wow. Et il a dit qu'il était choqué par ce qui se passait, Notre-Dame qui brûlait, et que de mémoire, comme ça, il disait que Notre-Dame c'était comme un cadeau à l'humanité, avec un accent américain hyper touchant. Et voilà. Et c'était un bon coup de la voir en français, et c'est une interview qui a fait le tour du monde.
qui a été reprise par énormément de médias qui m'ont pas demandé mon avis, qui l'ont pas racheté, alors que normalement c'est l'usage quand même. Et sur BFM TV, elle est pas passée. Ah ouais. Enfin, si, elle est passée une fois en pleine nuit. Bah oui, parce qu'on était à fond dans Notre-Dame qui volait en France, à ce moment-là, quoi. Et on n'en était pas encore aux réactions à l'étranger, et surtout pas de Pete Buttigieg que personne ne connaissait. C'était pas non plus Donald Trump qui avait réagi. C'était un phénomène, mais ouais, bien sûr, je comprends. Voilà, mais voilà, j'étais très fier de mon coup. C'était un vrai scoop, mais ça n'a pas eu de répercussions en France. Voilà, ça fait partie de ces petites injustices. mais voilà. Et après, je suis allé à South Bend, je suis allé devant chez lui, je suis allé filmer ses voisins et interviewer. J'ai fait un magazine sur lui. Donc voilà, ça c'est un bon souvenir d'interview. Mais il y en a plein, évidemment, plein d'autres. Ouais, non, j'imagine. Dis-moi, comme tous les humains, je pense qu'on a des idées parfois un peu préconçues sur tout un tas de choses. Est-ce qu'il y a un événement, une rencontre qui a remis en question une idée que tu avais en fait des États-Unis? Enfin, j'imagine peut-être plein. Ma question peut-être vachement difficile encore. Que tu as vu en arrivant aux États-Unis. Plein qui ont remis en question la vision que j'avais des États-Unis. Alors en même temps, je te disais, j'étais conscient de connaître New York et pas les États-Unis. Donc j'étais vraiment, j'avais un regard vierge complètement. Et je pense avoir un peu compris les Américains. Faut rester humble, mais je crois avoir compris la complexité de ce pays. Il y a plusieurs Amériques. Il y en a deux grosses, on va dire, grossièrement. Il y a l'Amérique des côtes qui sont aussi, qui est aussi l'Amérique des villes en fait. Donc New York, Washington, Miami. De l'autre côté, Los Angeles, San Francisco, San Diego, Seattle, et qui sont toutes des villes qui profitent à fond de la mondialisation, des smartphones, de la digitalisation, le fait de pouvoir commander sur son ordinateur et d'avoir tout le lendemain en bas de sa porte. Parfois le jour même. Qui profitent à fond des brassages avec les étrangers, qui comprennent bien quel est l'intérêt. Il y a cette Amérique-là qui vote beaucoup démocrate quand même. Quand on regarde la carte de l'élection, c'est tout bleu. Quoi. Et puis il y a l'Amérique profonde qui n'a pas besoin du reste du monde. Les États-Unis déjà, ils connaissent pas forcément bien leur pays déjà. Ils connaissent leur État. Ils voyagent pas, ils ont pas besoin. Ils sont très heureux. Souvent, ce sont des zones très rurales. Alors, là, je pense par exemple aux farmers. Ils vivent sur leur ferme et ils passent des journées entières parfois sans voir d'autres êtres humains, dans une nature extrêmement hostile, avec des éléments qui se déchaînent. Quand ils se déchaînent, ils sont terribles. Les ouragans, la neige, la chaleur. Voilà, une nature qu'on ne connaît pas. Nous, en France, on n'a pas idée de ce que c'est de tomber sur un alligator ou un serpent à sonnette ou voilà, c'est quand même assez incroyable ça de pouvoir croiser ça dans la nature, un ours. Voilà, il y a des gens ces gens-là, ils ont besoin d'être armés pour ces raisons-là, d'avoir un gros pick-up très puissant, et ils comprennent pas du coup, et les gens de Washington ne comprennent pas non plus ces gens-là. Vous avez la personne de Washington, elle est avec sa Toyota hybride, les armes, elle voit vraiment pas du tout pourquoi on a des armes, et forcément le farmer, avec son gros pick-up, il en a besoin, et ses armes, il comprend pas le mec de Washington qui veut le faire rouler en voiture électrique sans armes. Voilà. Et ces deux Américains, là, ils ont le droit d'exister tous les deux, et ils ont des c'est très légitime. Leur vision de l'Amérique est très légitime à tous les deux. Il faut arriver à les faire se comprendre entre eux. Bon courage, Joe Biden. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair. Il va y avoir un gros travail de réconciliation là-dessus. Alors, du coup, aussi, ça m'intéresse de voir un peu la vision française là-dessus. Je suis sûre que tu en as entendu plein. Moi, je vois avec les gens avec qui je parle qui sont encore en France, on entend souvent, tu sais, dire, parce que finalement, on a une vision très démocrate, comme mais les Américains sont bêtes s'ils ont voté pour Trump, alors que c'est bien entendu beaucoup plus complexe, comment tu le dis. Bien sûr. Et du coup, je me demande un peu, est-ce que toi-même, t'as eu peut-être un petit peu à batailler au sein, je sais pas, des rédactions pour éviter... Les clichés. Ouais, voilà, c'est ça en fait finalement. Batailler non, parce que moi j'ai la chance d'être dans une rédaction qui nous écoute beaucoup, qui nous fait énormément confiance. Ça, c'était une découverte d'ailleurs en étant correspondant ici. À quel point ils nous faisaient confiance. Dis-nous ce que tu peux dire, ou est-ce que ce que tu fais, est-ce que tu es vraiment dispo, et comment vous voyez ça. Enfin, franchement, j'ai la chance de travailler dans une rédaction intelligente et à l'écoute. Et oui, évidemment, il y a des clichés vus de France. Effectivement, les Américains sont pas bêtes. Encore une fois, c'est pour les raisons que je viens de te donner. Les Américains qui votent Trump, c'est pas comme en France. Ici, les Américains sont très individualistes. C'est pas parce que ce sont des salauds d'égoïstes, c'est parce que leur société fonctionne comme ça. Il n'y a pas une indemnisation chômage comme en France, il n'y a pas une assurance santé comme en France. Donc, tous les jours, il faut gagner de l'argent. Ils sont obnubilés par l'argent. Vraiment. Ils pensent qu'à ça tout le temps. Il faut engranger des dollars. Mais c'est parce que ils sont pas sûrs d'avoir une retraite. S'ils tombent malades, leur vie s'écroule. Avoir un cancer, ça peut vouloir dire mourir parce qu'on pourra pas payer ses soins.
voilà, vous avez un enfant des problématiques complètement qui a, je sais pas, une opération cardiaque, un truc très compliqué, maladie chronique, et ben, va peut-être falloir vendre la maison et tout, quoi. Et vivre dans un mobil-home. Voilà, la vie américaine, c'est ça. Donc ils font des choix de vie, ils ont des décisions, ils ont des priorités dans la vie qui ne sont pas celles des Français, parce qu'ils n'ont pas la vie des Français. Voilà. Et ça, forcément, les Français ont du mal à comprendre. Et les Américains comprennent pas les Français non plus. C'est vrai, c'est que des communistes. Enfin. Et Emily in Paris, je sais pas si je pense qu'on en a beaucoup parlé en France, ceux qui regardent. Moi, j'ai adoré. Hein. Je suis aux États-Unis depuis 10 ans, mais j'ai trouvé ça très drôle et très juste quand même. Oui, c'est drôle. Faut pas le prendre comme un documentaire. Bien sûr. Voilà, c'est drôle et les clichés sont assez justes, même s'ils sont grossis. Bien sûr. Mais des deux côtés. Exactement. C'est la vision que les Américains ont des Français et inversement. Ouais. Non, c'est vrai. Parce que toi, tu vis aux États-Unis ? Oui, moi je suis à Boston depuis ah, d'accord. On est voisins en fait. Mais tout à fait. La façon dont on rapporte les informations entre la France et les États-Unis, j'imagine que c'est aussi un peu différent. En France, on parle pas facilement d'argent, on dit pas pour qui on a voté. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont tabous aux États-Unis ou est-ce que au contraire tout est permis ? Non, c'est beaucoup moins tabou qu'en France, c'est vrai. Exactement ça, c'est-à-dire l'argent par exemple. L'argent est pour qui on a voté. Alors t'imagines bien que dans l'Amérique de Donald Trump, moi si j'avais pas pu demander aux gens pour qui ils avaient voté et pas être politique, ça aurait été compliqué. Alors il y a des réticences parfois, hein, surtout au bout de 4 ans, plus qu'il y a 4 ans d'ailleurs. Les gens étaient plus fiers peut-être. Ouais, c'est ça. Ceux qui avaient voté Trump étaient fiers d'expliquer pourquoi. Maintenant, ils ont compris que ça posait problème. Ouais, enfin, l'Amérique est tellement... Les tensions sont tellement exacerbées que les gens préfèrent ne plus trop en parler. Ouais. Enfin, c'est la vérité du moment là. Hein, bien sûr. Ça va encore évoluer là. Mais... Donc oui, il y a moins de tabous d'argent et de politique qu'en France. Ouais, c'est plus facile pour travailler. Et puis, les Américains ont l'habitude de passer à la télé. Enfin, pour eux, passer à la télé, c'est pas un événement. Je veux dire une bêtise, un mot de travers. Non, ils sont contents de parler à la télé. Ouais. Puis, ils ont tous envie d'être stars et d'être connus. Et puis, en France, ils ont la France. Trop la classe. Ça, c'est un truc que j'ai appris en étant ici. Ça m'a rendu encore plus fier d'être français. Alors, j'avais pas honte d'être français, mais de voir le regard qu'ont les Américains de la France, ils trouvent, en fait, ils sont restés un peu bloqués. On a de la chance, hein. Ils connaissent pas encore l'image que les Français ont d'eux-mêmes là en ce moment, ces dernières années. Une France un peu cynique, un peu qui a pas le moral, que tout ce qu'on fait c'est nul, qu'on est mauvais, les autres sont meilleurs. Et les Américains, ils ont pas du tout cette image-là. Ils pensent que, alors ils sont un peu bloqués encore à Edith Piaf. C'est vrai. Au romantisme. Ah ouais. Oui, c'est vrai. Une chanteuse française, c'est Edith Piaf. Quoi. C'est impressionnant ça. C'est vrai. Et c'est les parfums, et c'est le luxe, c'est le romantisme, c'est la gastronomie, voilà. Mais quand on réfléchit bien, c'est assez vrai tout ça. Alors eux, évidemment, ils fantasment ça parce que c'est loin. Mais voilà. Et je trouve que ça ferait du bien aux Français de venir. À tous les Français, faudrait payer un voyage à tous les Français aux États-Unis et à l'étranger en général pour qu'ils se rendent compte de l'image qu'ils ont aux États-Unis. Une petite cure de bonne humeur, ça ferait du bien à tout le monde. Ouais. Et qu'ils se rendent compte aussi de la chance qu'ils ont d'avoir ce mode de vie, ces congés, de prendre le temps de vivre, ce que les Américains ne savent pas faire. Et on a de la chance en France de savoir faire ça. Et d'avoir de la nourriture, des bons produits, de prendre le temps de vivre. C'est tout à fait vrai. Est-ce que ton expérience justement de correspondant ici t'a appris des méthodes journalistiques aussi qui sont peut-être propres aux États-Unis ou est-ce que finalement on travaille de la même manière des deux côtés de l'océan ? Non, on travaille pas de la même manière ici. Alors c'est paradoxal, mais ils continuent à travailler un peu à l'ancienne en fait. Il y a des méthodes de cinéma, c'est-à-dire les grosses chaînes de télé. Je parle pas des chaînes régionales qui travaillent un peu comme les chaînes en France, les petites chaînes en France, mais c'est-à-dire équipe réduite, à l'iPhone aussi, comme moi au bout de 4 ans, je l'ai vu beaucoup se développer. Même au début, j'étais tout seul et maintenant dans la rue, il y a beaucoup de journalistes étrangers, surtout ou chaînes régionales qui travaillent à l'iPhone. D'accord. Sinon, les Américains, les grosses chaînes de télévision, elles ont des moyens de Ah ouais. Mais beaucoup de personnes en fait, ça c'est étonnant. C'est pour ça aussi que le chômage est aussi bas aux États-Unis, c'est qu'il y a plein de petits jobs quoi. Oui. Ils embauchent plein de gens alors qu'ils sont pas bien payés, qui font plusieurs jobs à la fois, mais ils ont un job. C'est ça la grosse différence. Et donc les Américains, ils m'ont pas appris grand-chose. Je trouve que leurs reportages par exemple sont pas propres. Ouais. Je trouve que les reportages européens et pas seulement français sont beaucoup plus propres. On soigne plus la qualité de l'image, le montage, les transitions entre les images, les sons. Ici, ça va, c'est à la hache, quoi. Donc, je trouve pas ça beau. Par contre, ce que je retiens, c'est que, mais c'est dans un sens plus général et pas que la télé, les Américains n'ont pas peur de faire des choses différentes. Ils n'ont pas peur d'être jugés. Et donc, moi, ça m'a beaucoup aidé. J'étais pas complexé, mais à faire différent, puisque je tournais à l'iPhone tout seul.
j'écris des reportages différemment de ce qu'on fait, je dis des choses à l'antenne qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans la voix d'un journaliste français, je dis ce que je ressens, par exemple, ce qui est un peu un tabou français, et ça c'est plus américain de dire ce qu'on ressent. Dans ça, ouais, ils m'ont un peu modifié. Et il y a une grande différence entre la culture française et américaine, c'est que par exemple dans une école, à l'école, en France, l'échec est un tabou. On peut pas se tromper. Ah, ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on tremble avant que l'instit nous donne la parole, et si on se trompe, on a l'impression d'être, c'est pas bien, quoi. Tu as échoué. Quoi. Aux États-Unis, c'est pas ça. C'est vas-y, dis-nous, ok, ah bon, non, c'est pas ça, tu t'es trompé, mais c'est bien, tu as essayé, recommence, et on valorise l'expression. Et c'est très dur pour les enfants de mes copains expats là qui ont eu des enfants, qui avaient des enfants français, qui les ont scolarisés pendant 4 ans, qui vont rentrer en France. Et à chaque fois c'est dur parce qu'ils veulent parler tout le temps, ils veulent prendre la parole en classe tout le temps, et en général le réflexe des instits c'est mais arrête de parler comme ça, il y a pas que toi dans la classe. C'est une adaptation complètement différente. Voilà, ouais. Et ça change tout dans la vie après ça. C'est-à-dire que les Américains n'ont pas peur du tout de s'imposer. Dans leur vie, dans la société et dans le monde, y compris dans les affaires. Ouais. Alors que nous, les Français, on a toujours un complexe d'infériorité quand même, faut bien le dire. C'est vrai, c'est tout à fait juste. Et en même temps, on est très fiers de la France. C'est très paradoxal. On a l'image d'un peuple fier, un peu arrogant, et c'est vrai qu'on a ce côté-là parfois. Oui, c'est la France, les valeurs, la France, machin. Et en même temps, on a un complexe d'infériorité quand même. Tu disais justement que, tu parlais de tes copains qui ont des enfants qui sont restés 4 ans. En fait, tous les mandats se calquent sur les mandats politiques ou c'est un coup de bol? Ouais, c'est coup de bol. Et je dis 4 ans, mais en fait, c'est entre 3 et 5 ans. D'accord, ok. Souvent 3 ans, et puis qui se prolongent en 4 et parfois 5. Ouais, voilà. C'est entre 3 et 5 ans les mandats de journalistes, là, de correspondants étrangers. D'accord, ok. Mais non, il n'y a pas de raison particulière. Et moi, c'est vraiment un hasard. Puisque, comme je te disais, j'ai remplacé quelqu'un qui avait remplacé quelqu'un. Donc le compteur a commencé sur un changement de mandat présidentiel en fait, et c'est comme ça tous les 4 ans, mais c'est vraiment un hasard. D'accord. Revenons un petit peu sur ces élections. Donc l'élection a eu lieu donc mardi 3 novembre. Les résultats provisoirement définitifs ont été annoncés par CNN samedi dernier. En toute honnêteté, t'as dormi combien d'heures ou peut-être combien de minutes la semaine dernière? Je me souviens très bien parce que je les comptais. La première nuit 3 heures, la deuxième nuit 3 heures, la troisième nuit 4 heures, et la suivante 6 heures, et l'autre d'après encore 6 heures. Voilà. Et 6 heures, c'était royal. Bah oui, j'imagine. Vache. Mais j'étais tellement décalé que je me réveillais quand même, tout en dormant 6 heures et en ayant aussi peu dormi, je me réveillais avant le réveil quand même. Ouais. Et là encore, j'ai du mal à dormir. C'était pas du sommeil super réparateur, quoi. Non, du tout. Non. Mais c'était, on n'avait pas envie de dormir. Ouais, hyper excitant. Il pouvait se passer quelque chose à tout moment, quoi. Ouais. C'était difficile, mais on tient sur l'adrénaline. Et j'avais pas envie de me coucher, honnêtement. Les informations aussi allaient hyper vite, surtout je pense avec un président qui tweet, qui passe pas du coup par les canaux d'information traditionnels. Il a d'ailleurs complètement redéfini les codes de communication au cours des 4-5 dernières années. Comment est-ce que tu t'es adapté et comment, à la vitesse à laquelle va l'information, comment est-ce que tu arrives à vérifier tes infos? Ça doit être une sacrée gymnastique intellectuelle, j'imagine. Quand on est correspondant à l'étranger, on n'a pas toute une rédaction comme en France. Et donc, du coup, les règles sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'en France, avant de donner une info sur BFM TV, on la vérifie nous-mêmes. On appelle les sources. Si elles sont officielles, c'est un ministère, c'est une administration, c'est une entreprise. Voilà. Aux États-Unis, on peut pas faire ça. Parce qu'on représente rien. BFM TV n'est rien du tout aux États-Unis. C'est comme en France, une télévision régionale d'un pays de l'Est, on ne connaît même pas la chaîne, quoi. Donc on a du mal à avoir du temps disponible dans des administrations, des officiels, des entreprises, des hommes politiques. C'est impossible d'avoir une interview quasiment, quoi. C'est vraiment à l'arrache. Buttigieg, moi, on me répondait même pas. Donc je l'ai eu parce que tu l'as chopé. Parce que je suis resté dans la foule et à un moment donné il s'est levé la foule et j'ai sorti mon micro, je m'ai mis sous le nez, j'ai allumé ma lumière et il était comme un lapin dans les phares et il m'a répondu. Voilà, mais c'est la seule façon d'avoir une interview vraiment quasiment aux États-Unis. Sinon c'est des semaines, des mois d'approche et quand on travaille pour une chaîne d'info continue, on n'a pas ce temps-là clairement. Par exemple, mon confrère de Paris Match, Olivier O'Mahony, qui a eu une interview de Nafissatou Diallo de l'affaire DSK, il s'est pris en janvier parce qu'il est allé au procès de Weinstein.
et il a rencontré des gens et il a envoyé des mails comme ça, voilà, et il a fait une interview au mois d'août, quoi. Et voilà. Et quand on est tout seul d'une chaîne info, qu'on est pris par le torrent de l'actu quotidien, on n'a pas le temps de faire ça. Donc ça veut dire que notre source, c'est les autres, mais c'est les médias américains. D'accord. Et après, cela dit, les médias américains sont très très fiables, et on mélange tout ça, et on mélange les sources, on vérifie, et on voit s'ils disent tous la même chose. Et puis de toute façon, c'est toujours nous, on dit jamais c'est nos infos. On dit voilà, les médias américains disent ça, voilà ce qui se passe ici. Voilà, c'est ça la grande différence avec le traitement de l'actu en France. J'allais te poser une question, mais c'est peut-être plus de la curiosité, mais depuis justement donc l'annonce du president-elect par CNN, les médias locaux et même internationaux ne couvrent plus du tout les tweets de Trump alors qu'il rythmait complètement les informations avant. Mais parce qu'il ne tweete plus. Oh bah il tweete encore. Il ne tweete quasiment plus. Alors déjà pendant l'élection, le processus électoral, à part dire j'ai gagné fraude, il n'y avait pas grand-chose. On va pas le répéter à chaque fois. Et là maintenant, il retweet en permanence, en rafale, dizaines et des dizaines de tweets de gens qui le soutiennent et qui sont d'accord avec lui pour dire qu'il y a des fraudes. Enfin, on a compris sa position. Si tu veux, il y a plus de développement. Ouais, bien sûr. Et en plus, tout est faux. C'est-à-dire, tout ce qu'il tweet est faux là, mais vraiment. Ouais. Toutes les fraudes, ces théories. Enfin, il y a aucune preuve. On est dans la théorie conspirationniste à 100%. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on en parle un peu moins. Quoi. Et puis je pense que les médias américains sont aussi projetés dans l'avenir maintenant. Comment Trump va se comporter avec Biden, comment se passera la transition, que fera-t-il après le 20 janvier, et que va faire Biden, et pareil, qu'est-ce qu'il va faire après le 20 janvier. On en est là. Quoi. Est-ce que il y a une anecdote, un truc marrant qui t'est arrivé peut-être en couvrant ces élections de 2020 que tu voudrais partager? Quand tu me poses la question, le truc qui me vient à l'esprit, on va faire ça, on va être naturel, c'est quand je suis sorti de ma voiture, j'arrivais sur le parking du QG de Joe Biden, et quelques minutes après, je vois l'alerte qui tombe sur le téléphone. Voilà, ça y est, enfin un média s'était décidé à dire, ça y est, on considère que il y a suffisamment de bulletins dépouillés pour considérer qu'il a suffisamment d'État, il est élu, ça changera plus. Et là, 5 minutes plus tard, j'entends crier sur le parking et je sors de la voiture, je prends mon téléphone et je commence à filmer 2 femmes qui arrivent, 2 blacks, avec l'une qui avait un foulard avec un drapeau américain et qui disent on a parlé, on est les États unis d'Amérique, on n'est pas les États désunis, on n'est pas désunis, on est unis. Et tout ça, elle disait ça en marchant avec le poing levé. Et ça m'a marqué parce que je me suis dit, ce sont des militants qui venaient au QG de Biden, ils avaient voté Biden, ça fait 4 ans qu'ils supportent Trump, et puis là, la campagne a été très dure quand même, c'est une opposition. Et je me suis dit, c'est marrant que leur premier réflexe, ce soit pas de dire, on a gagné, ou Joe Biden a gagné, et dans un esprit un peu revanchard. Il n'y avait pas du tout de revanche, il y avait à côté l'Amérique est de retour, notre Amérique unie, ça y est, on va tous être à nouveau ensemble. Et ça m'a marqué, parce qu'en 2016, c'était pas du tout ça. Et comme je te disais tout à l'heure, en 2016, les Trumpistes, ils défilaient en disant « On a gagné, vous allez voir ce que vous allez voir, vous qui n'avez pas voté pour Trump. » Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça hyper émouvant. Et c'est à ce moment-là que j'ai senti la chape de plomb qui se levait, en fait. Je me suis dit « Ah, c'est vrai qu'on va plus avoir un président, quel qu'il soit, qui tous les jours diffuse sur Twitter, à la télévision, des paroles toxiques, en fait, et de la haine, en fait, et de l'agressivité. » Waouh, mais c'est vrai que rien que tu racontes cette scène, ça donne des frissons. Dans quel état d'esprit du coup est-ce que tu quittes le pays? C'est une question qu'on me pose beaucoup en ce moment et j'ai toujours la même réponse. Je suis triste de partir et content de rentrer. Triste de partir parce qu'évidemment c'est quand même une vie exotique. Je suis conscient que c'est une vie insolite d'être ici, de se réveiller tous les jours à New York, d'être sur le trottoir à New York. J'ai toujours l'impression que c'est le Truman Show qui démarre le matin quand je descends, je vais dans la rue et il y a le soleil qui se lève, il y a les superintendantes qui passent le jet d'eau sur le trottoir, hello et tout. C'est le Truman Show, quoi. Ça recommence tous les jours, quoi. Et donc ça, c'était génial. Les amis que je me suis fait ici, ça va. Et puis parce que la vie en France, je sais qu'il y a de l'amorosité, donc triste de quitter ce pays qui est hyper optimiste pour retrouver un pays qui va pas bien en ce moment, qui est mon pays mais qui va pas bien. Et en même temps content de retourner chez moi parce que c'est chez moi, c'est mon pays, il y a mes amis, il y a ma famille. Il y a la bouffe française, il y a les petites routes françaises, il y a les projets que j'ai en France, mon nouveau boulot en France. Donc ça va être génial. Et puis aussi parce que pour tout te dire, quand je suis venu ici aux États-Unis, j'avais tout envisagé.
y compris de parvenir en France. D'accord. Moi, je l'avais pas dit à personne, ni à mes employeurs, ni à mes parents, mais ça leur aurait fait peur. Mais je m'étais dit, on sait jamais, ma vie va changer, je vais tu peux avoir tout à fait adopter le pays. Ouais, voilà. Et en fait, j'ai compris au bout d'un an ou deux qu'en fait, non. Ah ouais, rapidement. J'étais pas devenu américain. Ouais, j'étais pas devenu américain et que je le deviendrais pas. Parce qu'on a des valeurs en France qui sont ce que je disais tout à l'heure, de prendre le temps de vivre, l'argent n'est pas tout dans la vie, la gastronomie, ici, ils sont tout le temps en train de courir après le temps, quoi. Y compris prêts à mal manger parce que c'est du temps perdu et ils s'assiedent à peine pour manger, quoi. Alors que moi, j'adore passer des heures à manger et j'ai remarqué que les Français, encore plus ici, ils s'assiedent à table et de quoi ils parlent? De bouffe et du prochain repas qu'ils feront ou des précédents repas qu'ils ont fait. Enfin, c'est incroyable pour ça. Donc voilà pourquoi je rentre dans mon pays et ça va être un déchirement, je le sais. Et j'ai les larmes qui montent aux yeux en parlant, mais non, je suis content de rentrer en France. Ouais. Si c'était à refaire, tu reviens du coup ou pas? Ouais, à refaire là, c'est-à-dire on me dit tiens, on a à nouveau besoin de toi en correspondant, est-ce que je reviens? Ouais, alors peut-être pas tout de suite, mais ouais, je crois que je serais capable de replonger. Mais ouais, faut faire une pause, mais ouais, ou un autre pays. Moi, maintenant, j'ai envie de découvrir le Japon. Je rêve du Japon. Oh, ce serait génial. Parce que je pense que c'est un des rares pays pour un Européen dans le monde où on peut vraiment être paumé. C'est-à-dire que d'un seul coup, on est dans la rue et on comprend pas ce qui est écrit, on comprend pas la langue. Les usages sont parfois inverses les bons usages sont complètement inverses au Japon. Enfin, on est complètement paumé. Je pense que ça, c'est intéressant à vivre. Ouais. Alors, tu m'as dit que du coup, tu étais aussi heureux de découvrir et de te lancer dans un nouveau poste. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? À quoi ressemble la suite pour toi? Oui, ce que je peux dire, c'est que bon, déjà, je rentre à BFM TV. Je vais travailler sur la matinale, qui est Ouais, je suis très content. Alors, j'ai déjà travaillé à la matinale. J'ai fait 6 ans de matinale. Ouais. J'ai été 4 ans rédacteur en chef adjoint de la matinale semaine, et après, j'ai fait la même fonction sur le week-end. Et donc je vais être le reporter attitré de la matinale, c'est-à-dire que tous les jours je serai dans une ville différente, là où se passera l'actu. Ah, génial. Donc je peux très bien être le lundi à Paris, en région parisienne, le mardi à Marseille, le mercredi à Brest. Voilà. Donc ça va être très fatigant, mais c'est exactement ce qu'il me faut, parce qu'honnêtement je me voyais mal retourner passer ma journée sur la moquette du bureau parisien après avoir été ici chez moi ou sur le terrain. Voilà. Moi j'ai eu un parcours très particulier parce que j'étais reporter, présentateur, encadrant dans ma petite carrière, et à BFM TV normalement un rédacteur en chef il repart pas sur le terrain, ça se voit pas ça. Et moi j'y suis retourné par ce biais de la correspondance à l'étranger, et donc j'aurais pu redevenir à nouveau encadrant à BFM TV, mais encore une fois, je me voyais pas m'enfermer, donc ça reviendra peut-être. Hein. Mais pour l'instant, je trouve ça bien de rester sur le terrain, de continuer à faire ce que j'ai fait aux États-Unis, mais en France, et de redécouvrir le pays, c'est-à-dire de me prendre une bonne grosse dose de France. Là. Voilà. J'ai besoin de ça, en fait. Je trouve que c'est bien comme transition. Petite question traditionnelle de fin d'épisode pour nous. Qu'est-ce que tu serais, tu penses, sans avoir fait cette parenthèse un peu hors du temps, parce que tu as vraiment vécu t'as vécu des moments aussi bien surréalistes que incroyables aux États-Unis. Est-ce que tu penses que tu serais ami avec le Cédric qui serait resté en France pendant les 4 dernières années? Oh bah oui, je serais quand même ami avec lui, parce que quand même... Il est plutôt cool. Ouais, il était pas si inintéressant que ça quand même, je pense. Enfin, j'espère. Enfin, de mon point de vue à moi. Mais non, mais j'avais besoin de faire des choses nouvelles. Il y a 4 ans, j'aurais fait des choses nouvelles de toute façon. Alors c'était les États-Unis, mais voilà, j'avais plein de projets de toute façon. J'avais 3-4 idées en tête, donc j'aurais fait quelque chose, c'est sûr. Voilà, parce que j'avais 41, 42 ans. Et voilà, c'est une période charnière pour tout le monde, inconsciemment ou inconsciemment, on sait que c'est la moitié de notre vie, quoi. Donc, on se dit, oulala, le temps passe. Donc, j'aurais fait quelque chose de cette deuxième partie de vie. Et alors, dernière petite question. En fin de chaque épisode, on demande à nos invités de nous faire découvrir finalement leur lieu d'expatriation en 3 expériences. Alors, ça peut être un lieu, ça peut être un truc à goûter, un truc à voir, à sentir, ce que tu veux.
je te ferai pas l'affront de te demander que New York parce que tu as tellement sillonné les États-Unis. Peut-être qu'on peut même élargir l'échelle. Quelle serait, je sais que je sais que c'est une question difficile parce que résumer les États-Unis en 3 choses, c'est très difficile. Mais quelles sont les choses un peu quintessentielles, si tu veux, que tu retiendrais de cette expérience et que tu recommanderais donc d'expérimenter. Je me répète. L'un des plus beaux voyages, c'est un des premiers, c'était Monument Valley. Le Grand Canyon et Monument Valley, on a fait ce parcours-là. Et le Grand Canyon, j'avais pris une claque. La beauté du Grand Canyon, le soleil qui se couche, la brume qui monte, c'était impressionnant. Ouais. Et juste après, on est allé dans Monument Valley, et là, c'était encore plus grand. Parce que j'étais dans Lucky Luke. Avec cette terre rouge, les cheminées de pierre, en fait, qui se dressent. J'avais l'impression de voir des cases de la bande dessinée, vraiment. Et je croyais pas que c'était possible, ça, que ce soit pour de vrai. Ouais, en fait, on connaît très bien les États-Unis, comme New York. On connaît New York à fond, parce qu'on l'a vu dans les films, dans les séries télé. Et ce qui est étonnant quand on arrive dans ce pays, c'est de voir à quel point les clichés sont vrais, en fait. Quoi. Et ça, ouais, mais ça existait pour de vrai, alors. J'avais pas fantasmé. Donc ça, Monument Valley, pour moi, c'est à faire. Puisque je suis dans les parcs Yellowstone, c'est incroyable. Yellowstone, moi, je me souviens quand on est arrivé, c'était en plein été, enfin, juin, juillet. On est arrivé par le nord, on s'est pris en montant un peu en altitude, on s'est pris une tempête de grêle-neige. Wow. Il faisait 40 degrés à Salt Lake quand on était arrivé. Après, on tombe sur des bisons au milieu de la route, des bassins d'eau acides, vert turquoise, avec de la fumée qui sort, des geysers et tout. C'est incroyable, la diversité, les forêts, les arbres monumentaux, les ours. Ouais, incroyable, Yellowstone, ça c'est le deuxième. Quoi d'autre après? Les Keys, c'était le premier voyage que j'avais fait dans les Keys. C'était très beau, ça aussi. Mais aux États-Unis, ils ont un gros défaut quand même, c'est que le littoral en fait est pas accessible à tout le monde. Ça a été vendu, donc c'est souvent des propriétés privées. Il y a très peu d'accès à la plage en fait. Ça c'est vraiment dommage. Hawaï le fait très très bien là-dessus. Hawaï, il doit toujours y avoir, même s'ils ont vendu le littoral, ils doivent préserver un accès public à la plage. Mais c'est vrai que sinon c'est assez dommage. Et puis sinon, New York quand même, il y a un endroit à New York qui a été vraiment ma respiration, et surtout pendant le confinement, c'est Central Park. Central Park, les footings dans Central Park, monter par le sud, faire le tour du grand réservoir et redescendre, la respiration que c'était pendant le confinement, parce que nous on avait le droit de sortir quand même, et d'aller s'étendre dans Central Park, quelle respiration c'est, et la vue de Central Park, moi je m'en lasse pas. Et la vidéo que tu as sur ton compte de cette tortue qui a l'air de vivre sa meilleure vie dans le lac Central Park, c'est fait avec ton drone, j'imagine, magnifique. Non, avec l'iPhone en zoomant. C'est impressionnant. Depuis le château qui est au milieu, il y a un château au milieu de Central Park. C'est assez peu connu quand on est touriste de passage comme ça, mais il y a un petit château. Et c'est cet endroit-là que je l'ai filmé. Ouais. Oui, effectivement, elle prenait du bon temps. On aimerait bien à sa place, elle a l'air bien. Super. Et le truc qui m'avait fait un déclic quand la première fois que je suis venu à New York, je me souviens, c'était justement d'avoir fait un footing dans Central Park et de revenir par la 74e rue, 70e, je sais plus, là où il y a le Dakota Building où John Lennon s'est fait abattre. Et je me souviens d'avoir fait ce footing, donc on est dans un état un peu second après un footing, on est plein d'endorphines, et d'être passé là en pèlerinage au pied de ce Dakota Building, là où il s'est fait abattre, et je me souviens très bien que j'étais revenu et que j'avais eu les larmes aux yeux, vraiment. Et je m'étais dit, mais t'es là, voilà. Parce que je me souvenais, en plus que tu parlais du petit Cédric, tu parlais de celui d'à 4 ans, mais moi je pensais à celui qui était tout petit et qui avait pas compris la mort de John Lennon, en fait. J'avais pas compris ce qui s'était passé, pourquoi on tuait un chanteur. Et là, de me retrouver, ça avait été le déclic, et je crois que c'est là que l'histoire d'amour avec New York a été vraiment scellée, quoi. Ah ouais, vraiment. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un grand merci à Cédric Fesch pour ce chouette moment passé avec lui. Et j'espère que vous aurez, vous aussi, apprécié cet épisode autant que moi j'ai eu de plaisir à le réaliser. Si c'est le cas,
vous connaissez le refrain absolument par cœur. Rendez-vous sur vos plateformes de podcast. Pour donner des petites étoiles, ça prend littéralement 3 secondes et laisser un commentaire, notamment sur Spotify et Apple Podcast. C'est gratuit et ça nous aide énormément. Je vous le disais en introduction, si vous voulez des nouvelles plus fraîches de Cédric Fesch, direction votre flux de podcast, il y a un petit bonus qui vous attend. Tradition oblige, je vous invite à découvrir un petit extrait pour savoir ce qui nous attend la semaine prochaine. Et c'est vrai que moi, je voulais pas faire partie de ce mouvement qui met juste une photo noire et qui dit je suis contre le racisme, c'est ridicule. En fait, ça m'a fait prendre conscience très fortement que ce que je reproche aux hommes aujourd'hui, de ne pas voir ce que c'est la condition d'être une femme dans le monde aujourd'hui, qui est quand même une condition compliquée et qu'on essaye de démanteler et qu'on essaye de faire en sorte que le patriarcat tombe, j'ai eu l'impression de prendre une claque parce que je me suis dit, en fait, je fais exactement la même chose avec le racisme. Je suis pas allée plus loin dans ce que ça veut dire de ne pas être blanc dans ce monde. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine. Et je vous dis à mardi pour une nouvelle histoire.